Salut Ismaël. Salut. On est donc à Avignon, pas très loin du village du Hof. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens jouer un spectacle, comme beaucoup de monde d'ailleurs ici à Avignon. Je viens jouer un spectacle qui s'appelle Tribulation d'un musulman d'ici, qui est l'adaptation en fait d'un livre qui s'appelle Moi Ismaël, un musulman d'ici, qui est une autobiographie en fait. Donc je raconte ma vie sur scène à Avignon. Ouais. Et donc c'est une création? C'est une création, alors le texte existait déjà, il a été mis en scène au Théâtre de Liège au mois de novembre de cette année. C'était une espèce de premier test à la demande de Serge Rangoni, d'ailleurs à l'époque, qui trouvait qu'il fallait peut-être en faire un texte, une pièce du texte. Et après voilà, l'idée était devenue, moi je tourne beaucoup en France avec d'autres spectacles, et le livre Moi Ismaël, un musulman d'ici est rentré dans les programmes scolaires en France, donc énormément d'écoles l'utilisent comme autobiographie. Et je suis souvent appelé à aller dans les écoles avec ça. Et c'est vrai qu'à force de rencontrer des milliers d'élèves, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être plus facile d'en faire un seul en scène que de... Enfin, je continue à répondre aux milliers de messages que je reçois, mais j'avais envie de le faire sur scène. Voilà. Donc c'est vraiment un spectacle qui raconte l'arrivée de mes parents du Maroc jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vraiment ce que j'appelle moi un musulman d'ici, un produit du terroir. Et ça se passe comment au niveau de la production? Et comment ça se fait que tu te retrouves à Avignon? Alors c'est produit en France, donc c'est une société française qui produit, comme la plupart de mes spectacles maintenant sont produits en France d'ailleurs. Et ce spectacle en fait commence à Paris au mois de septembre, au Théâtre des Déchargeurs, pendant 4 mois. Et j'avais déjà fait le festival il y a 4 ans, et j'avais envie de venir ici pour rencontrer un public très large. C'est très difficile à Avignon, et je voulais vraiment reprendre à zéro. Je viens d'une énorme tournée quasi mondiale, enfin non pas quasi, mondiale, de Djihad et GN, où là je reviens du Japon, où Djihad s'est traduit en japonais. Donc c'est une pièce qui tourne maintenant depuis 4 ans. Il y a plus de 450 000 personnes qui l'ont vue, des traductions partout sur Terre. Enfin, c'est devenu un phénomène gigantesque qui m'a dépassé, et j'avais envie de recommencer avec un truc dans une petite salle, avec le risque que les gens ne viennent pas, avec le fait de tracter. Je veux revivre ça en fait. Je veux vraiment revivre ça, et j'ai dit à mon producteur, alors qu'on a déjà des dates à Paris, j'ai dit je veux faire Avignon, je veux recommencer. Je veux aller demander aux gens, je veux que les gens me parlent, je veux leur parler à la sortie, je veux avoir des endroits où j'ai pas de place pour me changer, je veux ça, quoi. Il a dit oui, il a été génial, il a dit oui, donc voilà, je suis à Avignon pour ça. Et comment ça se passe jusqu'à présent? Du coup, tu as déjà des programmateurs qui sont venus, ou tu as, oui. du public au rendez-vous? Oui, alors je fais partie de ces chanceux qui ont des programmateurs avant même de venir, parce que voilà, Djihad a été tellement programmé que les programmateurs de Djihad viennent voir la pièce, et Tribulation a même été vendu avant même que j'arrive à Avignon. Donc c'était pas vraiment les programmateurs que je cherchais, contrairement à beaucoup de gens. Moi c'est vraiment rencontrer les gens. C'est tellement intime ce que je raconte que je voulais être confronté aux gens. Voilà, je voulais que les gens regardent ça, et je voulais comme un gosse voir si ça leur plaît ou pas. Donc oui, il y a des programmateurs qui sont venus, des journalistes, il y a pas mal d'articles déjà. Le public est au rendez-vous, ça critique positivement, les gens restent dehors pour en parler, achètent le bouquin à la sortie. Donc ouais, ça marche en fait, je suis très content de ça. Ouais. Et du coup, entre la France et la Belgique, tu te situes où pour l'instant? Ça fait 1 an que je vis maintenant à Paris. Alors toujours, j'ai des enfants, donc bien entendu entre Paris et Bruxelles, mais mon milieu professionnel devient de plus en plus parisien et moins belge. Comment te dire? Je sais pas. Commencer à Paris l'année passée, c'était bien pour moi parce que je commençais aussi à zéro. Voilà. Je venais d'une petite ville comme Bruxelles où finalement on commence à me connaître, et c'était intéressant pour moi de recommencer dans cette grande ville où il n'y a personne qui s'équittait. Et refaire mes preuves avec Djihad, et à un moment donné, quand la pièce était un énorme succès, j'ai dû faire face au succès, mais au revers de la médaille du succès aussi, les jalousies, les machins, tout ça. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'étais un mec de l'ombre, moi je suis scénariste, j'écrivais, et là je joue, et je fais des débats, et je fais de la presse, et j'ai un dossier de presse pour Djihad qui fait des milliers de pages, donc je suis devenu personnalité publique malgré moi. Et ça a été très dur pour moi à gérer, et du coup j'avais besoin de disparaître. Et en partant à Paris, j'ai disparu. Pour réapparaître. Mais en tout cas, j'ai disparu, j'ai recommencé à zéro. Ça m'a fait du bien, et ouais, je le vis bien maintenant. Je vis mieux la notoriété que ce que je le vivais les premières années. Ouais. Mais tu restes attaché à la Belgique, tu veilles à ce chez moi. C'est chez moi, bien sûr. Ouais. C'est pas pour rien que quand Serge Rangoni m'a appelé en novembre, j'étais déjà à Paris, je suis revenu à la Théâtre de Liège. Je tourne encore dans les écoles en Belgique.
quand un théâtre, quand une association belge m'appelle, c'est Oui d'office. Donc, oui, bien sûr, c'est chez moi. Mes parents sont là-bas, mes enfants sont là-bas. Ma vie est là-bas. Il m'a fallu quand même, j'ai 42 ans, il m'a fallu 35 ans pour accepter que j'étais belge. Donc, c'est pas maintenant que je vais arrêter. Mais voilà, ma vie professionnelle est en France pour l'instant. Ouais. Et ça me plaît bien, en fait. Ça me plaît bien de recommencer à zéro. Je pense qu'en tant que fils d'immigré, j'avais besoin d'émigrer. Voilà. Ouais. C'est un éternel recommencement et ouais, ça me plaît bien. Ouais. Et au niveau de ton métier, du coup, maintenant tu te considères plutôt acteur, plutôt auteur, plutôt quoi? Raconteur d'histoire. Raconteur d'histoire? J'ai toujours dit ça au départ. Moi, je trouve que le mot auteur, c'est pompeux. J'ai jamais aimé ce mot-là, d'ailleurs. Je raconte des histoires. Mon rêve, c'est de raconter des histoires comme Dumas m'en racontait quand j'étais petit. Et je raconte des histoires. Parfois, c'est au cinéma. Là, j'ai tourné un film l'année passée qui va sortir, enfin, un téléfilm qui passe sur RTL à la rentrée, qui s'appelle La Fine Équipe, où j'ai joué dedans et je l'ai écrit et je l'ai réalisé. Puis je sors un bouquin avec Michael Privot. Donc, et là, je raconte des histoires, en fait. J'aime bien ce mot, raconter des histoires. Je pense que dans ma culture marocaine, c'est quelque chose qui était très présent, raconter des histoires, raconter nos histoires, pour pas disparaître, pour que ça perdure. Donc du coup, non, je suis ni acteur, ni metteur en scène, ni auteur, ni dramaturge. Tous ces mots qui veulent rien dire pour moi, je raconte des histoires. Parfois, je les raconte avec moi sur scène, parfois je les raconte sans moi sur scène, parfois je les raconte sur papier, je raconte des histoires. Ouais. Est-ce que tu sais déjà, du coup, ça va être quoi ton prochain défi pour repartir à zéro, qui est un truc qui apparemment t'est nécessaire là? Ouais. Djihad est devenu une trilogie, d'accord? Et il y a eu la suite GN qui a été créée au Théâtre de Liège, qui maintenant est tournée dans toute la France, et qui suit le même parcours assez fulgurant que Djihad. Je veux clôturer cette trilogie avec un dernier volet qui s'appelle Eden, qui lui va se terminer bien, contrairement aux deux premiers. Et quand j'ai réfléchi où j'allais le créer, alors je pense bien qu'aujourd'hui j'avais plus ou moins l'embarras du choix pour le créer, je vais le créer à l'Espace Pôle Nord, à la Gare du Nord à Bruxelles, là où j'ai créé Djihad. Petite maison de quartier, 170 places, entre un terrain de mini-foot et Belgacom. Et j'avais besoin de retourner là. Donc du coup, au lieu de le créer à Paris, je le crée à l'Espace Pôle Nord en octobre, là d'où je viens. C'est important pour moi. Du coup, je recommence aussi. Et au niveau de ton métier, du coup, qui est raconteur d'histoire, et de ton parcours là, avec ton expérience aujourd'hui, de quoi tu penses que les raconteurs d'histoire, les raconteuses d'histoire ont besoin pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'elles veulent faire? De ne pas attendre pour raconter. Il faut raconter. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est bien un truc qui n'a jamais changé. C'est que l'humain, femme et homme, ont toujours raconté. Depuis l'humain des cavernes qui a dessiné sur les murs pour laisser une trace, jusqu'à nous aujourd'hui qui montons sur scène pour laisser une trace. On a toujours raconté. Et je pense que je fais partie de ces gens qui ont toujours fabriqué sans attendre de subventions, de machin, etc. J'ai toujours fabriqué dans mon coin. Qu'après ça marche et qu'on nous achète pour des raisons pédagogiques ou quoi, c'est une chose. Mais au départ, moi, Djihad, j'ai créé ça avec 150 €. Donc du coup, voilà, j'ai pas attendu ça. Et je trouve que les subventions, c'est très important pour aider les gens. Mais je trouve que si on attend que ça tue le métier. Et donc je pense qu'il ne faut pas attendre pour raconter. Voilà. Après, il faut aussi pouvoir payer son loyer et ses factures. On peut payer ses loyers en vendant des yaourts pendant qu'on raconte. Moi, j'ai été flic à l'époque pendant que je racontais. Audrey DeVos, que je prends toujours comme exemple, qui est une comédienne avec qui j'ai commencé, elle vendait des pots de yaourt chez Carrefour pendant qu'elle était actrice. Est-ce qu'il faut absolument commencer par vivre de ce métier-là? Est-ce qu'Alexandre Dumas a d'abord vécu de ça? Est-ce qu'il ne vendait pas des nouvelles à la presse aussi? Est-ce que c'est peut-être pas le mauvais chemin qu'on est en train de prendre, de croire qu'il faut absolument avoir un statut, un salaire pour en vivre? Est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Est-ce que c'est pas d'abord essayer de raconter pour peut-être en vivre plus tard? Est-ce qu'on ne le fait pas à l'envers? Je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais mon parcours a toujours été de se dire, il ne faut pas que je dépende d'argent pour raconter mon histoire. Je dois la raconter. S'il faut pour ça que j'aille placer du carrelage chez quelqu'un, je le ferai pour pouvoir raconter mon histoire. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra mon métier. Dans Tribulation d'un musulman d'ici, que je raconte sur scène, qui vient de ce bouquin, qui marche énormément chez les jeunes, parce que justement, je dis, j'ai fait plein de choses avant, j'ai toujours rêvé d'écrire. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être avoir un peu d'argent pour payer mon loyer et tout. Donc je vais faire autre chose. Mais un jour, je voudrais écrire. Et j'ai fait autre chose, et ça a pris des années. Et puis l'écriture m'a rattrapé. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de ces gens qui en vivent.
en fait, pour payer leur loyer. Mais est-ce que c'est la condition? Pour moi, non. J'ai encore une question, Ismaël. Bien sûr, je suis là pour ça. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de réel, de mort, d'imaginaire, de vivant, ce serait qui? Alexandre Dumas. Je voudrais lui dire que je suis fier de lui. Je suis fier du fait que c'est un petit-fils d'esclave. D'ailleurs, c'est con ce que je vais vous dire, mais je l'assume, j'ai été lui parler au Panthéon. Le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai eu mon appart et tout, quand je découvrais cette grande ville dont je rêvais quand j'étais petit, en lisant les Trois Mousquetaires, où je me prenais pour D'Artagnan qui arrivait de Gascogne vers Paris. Le premier truc que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est que j'ai été au Panthéon. J'ai demandé où était la tombe de Dumas, on me l'a montré, je lui ai parlé. D'abord, je lui ai dit merci, parce que sans lui, je ne serais pas là. Parce que j'ai appris avec lui qu'on pouvait raconter des histoires et que ça pouvait nous faire rêver, même si moi, petit-fils de Marocain, né en Belgique, je me sentais concerné par D'Artagnan, Gascon. Et donc si je pouvais boire un verre aujourd'hui avec lui, je lui dirais d'abord que je suis fier de lui, que je suis fier de l'image qu'il dégage, du fait qu'il est enterré au Panthéon alors que c'est un petit-fils d'esclave. Je lui dirais merci. Merci d'avoir écrit des livres, merci de m'avoir prouvé qu'un mot, ça pouvait contenir tout ça. Des larmes, des rires. Voilà, c'est avec Alexandre Dumas que je bois un verre en fait. Merci beaucoup, Ismaël. De rien.